Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Les combats se poursuivent dans la région frontalière du Kalamoun entre l'armée syrienne soutenue par le Hezbollah et les rebelles du front Al-Nosra. 3 combattants du Parti de Dieu ont péri dans ces affrontements. Vaste coup de filet dans les milieux islamistes au Liban Nord. L'armée libanaise a procédé à une série de perquisitions dans la zone frontalière de Jabal Akroum au Akkar. Le président français François Hollande a rendu hommage aux vétérans et aux anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale, et ce lors d'une cérémonie sous l'Arc de Triomphe en présence de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Fort de son éclatante victoire, David Cameron s'est rendu à Buckingham Palace à la mi-journée pour y rencontrer Elisabeth II et entamer les démarches pour son second mandat au 10 Downing Street. Les combats se poursuivent dans la région frontalière du Kalamoun entre l'armée syrienne soutenue par le Hezbollah et les rebelles du front Al-Nosra. 3 combattants du Parti de Dieu ont péri dans ces affrontements. Une annonce du mouvement chiite qui a démenti ce vendredi dans un communiqué les chiffres avancés par certains médias arabes évoquant la mort de plus de 40 combattants chiites. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a récemment menacé de chasser les insurgés retranchés dans la région du Kalamoun. Une intervention nécessaire selon les dirigeants du parti chiite pour sauver le pays de la menace islamiste. Le Hezbollah et les forces de Damas auraient déjà repris le contrôle de plusieurs zones stratégiques dans la région du Kalamoun. Une délégation des familles des soldats otages du front Al-Nosra a rencontré ce matin le chef de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim. Objectif, s'enquérir des derniers développements dans les négociations en vue de la relaxe de leurs proches. Ils réclament surtout des enregistrements sonores des soldats, une preuve de vie de leur état de santé. Selon les proches des otages, les pourparlers vont bon train entre les négociateurs et les ravisseurs des militaires. 25 soldats retenus en otage depuis les affrontements d'Ersal entre l'armée libanaise et les djihadistes. C'était en août 2014. 4 militaires ont été exécutés en détention. Le général Ibrahim a de son côté assuré que les forces libanaises ne participaient pas au combat entre le Hezbollah et le front Al-Nosra dans la région du Kalamoun, mais que la troupe riposterait à toute violation du territoire libanais. À présent, je vous disais en titre, vaste coup de filet dans les milieux islamistes au Liban Nord. L'armée a procédé à une série de perquisitions dans la zone frontalière de Jabal Akroum, au Akkar. La troupe a notamment investi les camps de réfugiés syriens. Plusieurs personnes, dont des Libanais, ont été arrêtées. D'autres perquisitions ont été menées par l'armée dans la localité de Haïrounié, dans le Kaza de Zrarta. Là aussi, il y a eu des arrestations des Syriens, pour la plupart en situation illégale, au Liban. Fin du cauchemar pour 43 camionneurs retenus à la frontière jordano-saoudienne depuis plus d'1 mois. Et c'est l'heure des retrouvailles avec leurs familles qui sont venues les accueillir cet après-midi à leur descente d'avion à l'aéroport international de Beyrouth. Les routiers ont salué les efforts déployés par le gouvernement Salam, notamment ceux du ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb, afin de faciliter leur retour au pays. Plusieurs dizaines de camionneurs ont été bloqués depuis avril à la frontière syro-jordanienne après la chute du dernier point de passage entre les deux pays aux mains des rebelles syriens. Au moins 8 camionneurs ont été détenus par le front Al-Nosra avant d'être relâchés. D'autres routiers interdits de séjour en Jordanie ont dû se diriger vers l'Arabie saoudite. Un haut responsable d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique a été tué par un tir de drone américain au Yémen. La mort de Nasser El-Ansi a été annoncée par un responsable d'AQPA dans une vidéo diffusée sur Twitter. C'est El-Ansi qui avait revendiqué l'attaque contre Charlie Hebdo le 7 janvier dernier en France. Le Pentagone n'a pas souhaité commenter ces informations. Le récit de Julien Cheïda. Ce visage était apparu sur les écrans français en janvier dernier. Nasser El-Ansi, l'un des cerveaux militaires d'Al-Qaïda au Yémen. Dans cette allocution, il revendique au nom de son organisation l'attentat contre Charlie Hebdo. 12 personnes, dont des journalistes abattus en plein Paris par les frères Kouachi. Ces derniers seront tués 2 jours plus tard par les forces de l'ordre. En début de semaine, cette vidéo est publiée sur les réseaux sociaux. Ce responsable d'Al-Qaïda annonce la mort d'Al-Ansi, tué par un drone américain, dit-il, dans le port yéménite de Moukalla. Interrogé sur la question, le chef du Pentagone reste vague. Les États-Unis maintiennent la pression sur AQPA. Ce sera son seul commentaire. Cette branche d'Al-Qaïda est très active au Yémen. Un pays sans État, plongé en plein chaos.
ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Malheureusement, c'est pas surprenant dans ce type de configuration où il y a d'une part un État central qui est très faible, des institutions politiques qui sont en voie de désagrégation avancée. Il est évident que ce type d'organisation profite du chaos. D'autant plus qu'elle était déjà bien implantée depuis longtemps, puisque Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est la filiale probablement la plus structurée de la maison mère Al-Qaïda. Sur Al-Ansi, on sait peu de choses, si ce n'est son âge, 40 ans. Son organisation décrit un homme rompu au combat, de la guerre des Balkans aux montagnes d'Afghanistan, avant de revenir dans son pays natal, au Yémen. Le président de la République française, François Hollande, a rendu hommage aux vétérans et aux anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale, et ce lors d'une cérémonie sous l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris. Il a déposé une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle qui se trouve au bas des Champs-Élysées. La cérémonie de ce 8 mai est marquée par la présence, vous le voyez, du secrétaire d'État américain John Kerry, un habitué de la capitale française qui est en visite donc à Paris pour évoquer notamment la situation au Proche-Orient. On écoute François Hollande. S'il y a eu une victoire, elle a été celle de tous les alliés. Et les Américains ont joué un grand rôle et c'était une marque d'amitié que John Kerry, au nom du président Obama, nous faisait en étant présent pour cette cérémonie. Il y a ceux qui veulent nous diviser, ceux qui veulent nous opposer, ceux qui veulent briser l'unité nationale. Et ma responsabilité, mais une cérémonie comme celle du 8 mai peut y contribuer, c'est d'unifier, c'est de dire ce que nous avons de commun et pas simplement de singulier ou de particulier. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, c'est la victoire pour les conservateurs au Royaume-Uni alors que l'on s'attendait à un résultat très serré. Les Tories remportent largement les élections législatives. Selon les derniers sondages, eh bien, ils décrocheraient la majorité absolue à Westminster. Le scrutin a également été marqué par le triomphe des indépendantistes en Écosse. Les explications d'Aurore Chloé Dupuis. Dans ce pub londonien, ils ont veillé toute la nuit pour attendre les estimations du vote. À l'aube, c'est la surprise totale. David Cameron et les conservateurs sont les grands vainqueurs des législatives. Au grand désarroi de ces travaillistes. Tu pourrais vivre avec 6,50 livres de l'heure, toi? La réponse est non. Celui qu'il soutenait, Ed Miliband, s'est pris une gifle électorale. Son parti a perdu des dizaines de sièges au Parlement. Un revers qui fait la une de tous les journaux en Grande-Bretagne. Les tabloïds interprètent les résultats différemment. Pour le Daily Mirror, le pays aura droit à 5 maudites années de plus. Le Daily Mail se réjouit de ces résultats. Cameron reste 10 Downing Street. Moi, je suis déçu. Je pensais que les travaillistes et les libéraux démocrates allaient faire un meilleur score. C'était inévitable. Le pays est en train de se reconstruire et les gens veulent que ça continue. La défaite du Labour serait la plus cuisante depuis 3 décennies. Et pour cause, son bastion historique, l'Écosse, a largement voté pour les nationalistes du SNP. Le SNP a remporté tellement de sièges. C'est fantastique. C'est en grande partie grâce à Nicola Sturgeon, qui est une femme très populaire. La scène politique britannique se transforme. Vendredi, Nick Clegg, le leader des libéraux démocrates, a démissionné. C'est donc le plus mauvais score du Labour depuis 30 ans. Les travaillistes auraient subi une sévère défaite, notamment sur les terres écossaises. Ed Miliband, le chef des travaillistes, a annoncé cet après-midi sa démission. Mes amis, la Grande-Bretagne a besoin d'un parti travailliste fort. La Grande-Bretagne a besoin d'un parti travailliste qui pourra se reconstruire pour pouvoir avoir un gouvernement qui défendra le peuple, les travailleurs. Et maintenant, c'est à quelqu'un d'autre d'assumer le leadership du parti. Je démissionnerai après les cérémonies de cet après-midi pour la victoire de 1945. Notre parti doit avoir un débat ouvert sur la voie à suivre dans l'avenir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, au moins 7 personnes, dont 2 ambassadeurs étrangers, ceux de Norvège et des Philippines, ont perdu la vie ce vendredi dans le crash d'un hélicoptère militaire dans le nord-est du Pakistan. Les talibans affirment avoir abattu l'appareil. Ils disent avoir visé le Premier ministre pakistanais. Les autorités, elles, parlent d'une erreur technique.
Le vaisseau cargo Progress est désintégré dans l'atmosphère, lancé le 28 avril dernier depuis Baïkonour. Il a fini sa longue chute vers la Terre au-dessus de l'océan Pacifique. Le vaisseau était supposé s'arrimer la semaine dernière à l'ISS, mais les opérateurs de vol russes avaient perdu son contrôle. Une enquête a été ouverte et des conclusions sont attendues au plus tard, le 13 mai. Au Burundi, de nouvelles violences ont éclaté sur fond de contestation du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. On dénombre 4 morts et pour la première fois des actes de vengeance contre des membres de la jeunesse du parti au pouvoir. Dans 2 quartiers de la capitale burundaise, un jeune homme a été tué et 2 autres blessés par la population. Le trésor du célèbre pirate William Kidd gît-il depuis le XVIIe siècle au large de Madagascar? C'est ce qu'espèrent des explorateurs américains qui ont remonté un lingot d'argent de 45 kg découvert dans une épave qui pourrait être celle du navire du capitaine Kidd. Les chasseurs de trésors du monde entier sont à la recherche de son fabuleux butin depuis de nombreuses années. Gaël Borgia. Madagascar, l'île Sainte-Marie. On l'appelle aussi l'île aux pirates. Et ce n'est pas une légende. Ce petit coin de paradis était un repère de pirates au XVIIe siècle. Après 15 ans de recherche mondiale, des explorateurs américains viennent de faire une découverte exceptionnelle. Le plus gros lingot d'argent jamais trouvé dans des fonds marins. Environ 50 kilos. Selon les premières analyses, il s'agit du trésor du capitaine Kidd, célèbre pirate écossais qui terrorisait les navires français et anglais il y a 300 ans. Ça va devenir la propriété de l'État malgache. Donc on va bien le conserver. C'est une très belle opportunité pour Sainte-Marie et pour Madagascar parce que ça va ramener, je le crois, des touristes à Sainte-Marie et à Madagascar. Le lingot a été découvert ici à peine 8 mètres de profondeur. J'ai passé 3 ou 4 jours dans cette zone à travailler, à essayer de visualiser la fosse, à essayer de faire des croquis, mais la visibilité était très mauvaise, alors ce qui s'est passé, c'est que ça s'est effondré sur moi et le lingot m'est tombé sur la tête. Dans ce laboratoire, de la vaisselle en porcelaine luxueuse, des sculptures, tout appartenait à des pirates. Ça c'est très rare parce que c'est une tasse qui n'a pas été cassée par miracle. Et voilà une très belle tasse chinoise, Kangxi, 1662-1722, très très fine, très très belle. Sainte-Marie est le plus grand cimetière de bateaux de pirates au monde. Dans cette rade, 13 épaves ont été recensées. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les combats se poursuivent dans la région frontalière du Kalamoun entre l'armée syrienne soutenue par le Hezbollah et les rebelles du front Al-Nosra. 3 combattants du Parti de Dieu ont péri dans ces affrontements. Vaste coup de filet dans les milieux islamistes au Liban Nord. L'armée libanaise a procédé à une série de perquisitions dans la zone frontalière de Jabal Akroum au Akkar. Le président français, François Hollande, a rendu hommage aux vétérans et aux anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale, et ce lors d'une cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Vous le voyez, en présence de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Fort de son éclatante victoire, David Cameron s'est rendu à Buckingham Palace à la mi-journée pour y rencontrer Elisabeth II et entamer les démarches pour son second mandat au 10 Downing Street. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Noura El à la barre du prochain JT. À très bientôt.